Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir madame. Présidente de Debout la France, députée de l'Essonne. On commence par l'actualité. La France insoumise est en ce moment dans la rue pour protester contre la réforme du Code du travail. Pourquoi vous n'êtes pas avec eux? Oh, parce que c'est un psychodrame inutile pour les Français. Il y a eu une étude de l'INSEE dont personne n'a parlé, très intéressante. Les chefs d'entreprise, des PME notamment, étaient pour des mesures sur la baisse des charges, sur la formation des jeunes, sur la relance de l'activité. Et la loi travail ne venait qu'en 4e demande. Pourquoi le gouvernement veut précariser à ce point le travail? Pourquoi le gouvernement se lance dans ce chantier absurde alors qu'il y a déjà eu la loi El Khomri qui n'est toujours pas appliquée? Donc vous allez voter contre? Je voterai contre cette loi travail qui va précariser le travail, qui va nuire aux PME et qui n'est faite en fait que pour les grandes entreprises, pour qu'elles puissent licencier davantage. C'est une loi qui va favoriser les multinationales et qui va faire perdre beaucoup d'emplois aux Français. Donc vous êtes contre la loi travail, pour autant vous êtes aussi contre l'opposition dans la rue, comme le fait en ce moment. Je ne suis pas contre l'opposition dans la rue. Mais simplement, moi je ne suis pas la France insoumise et je pense qu'il y a des réformes à faire pour les PME. Il y a une première réforme, c'est l'égalité des concurrences et notamment réformer la directive travailleurs détachés. Parce que ça, c'est une concurrence déloyale. 500 000 travailleurs détachés étrangers qui ne payent pas la sécurité sociale. Alors, pourquoi le gouvernement ne rétablit pas la concurrence loyale? Ça serait beaucoup plus utile que la loi travail. Alors, dans l'actualité, il y a aussi ce plan migrant présenté par le Premier ministre ce matin. 12 500 places en plus d'hébergement provisoire ou d'urgence pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Une reconduction systématique à la frontière pour ceux qui seraient déboutés. Et puis un poste de délégué interministériel. Est-ce que ce sont de bonnes annonces? Les intentions sont peut-être louables. Reconduction systématique à la frontière. Mais il n'y a plus de frontière nationale. Alors moi j'aimerais... Chez eux en tout cas, chez eux. Le problème de fond, c'est qu'on ne traite pas les causes. Pendant la campagne présidentielle, j'avais indiqué 3 priorités. L'aide à l'Afrique, c'est vital. Lutter contre les passeurs, on ne va pas me dire que la puissance française ne peut pas détruire les barques des passeurs en Libye. Donc si on ne s'attaque pas aux passeurs, on est responsable des naufrages en Méditerranée, on est responsable de ce drame qu'il y a des migrants. Et puis ensuite, rétablir nos frontières nationales. Car pour expulser, il faut pouvoir contrôler à l'entrée. Et tous les gouvernements se fracassent sur ce dossier des migrations parce qu'ils ne traitent pas les problèmes en amont. Voilà ce que je demande, c'est du bon sens absolu. Et malheureusement, vous verrez que rien ne sera traité car on crée un appel d'air, on les expulse. Tous ceux qui sont là. Pour ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile. Or, vous le savez pertinemment... Vous ne trouvez pas que les conditions d'accueil en France sont absolument intolérables? Mais elles sont intolérables, pourquoi? Parce qu'on a fait appel d'air. Parce qu'on donne des aides sociales scandaleuses, parce qu'on donne des logements à des migrants qui arrivent alors qu'il y a des étrangers en situation régulière, qui respectent nos lois, des Français qui n'ont pas de logement. La France ne peut pas accueillir un peu plus de migrants? La France est un des pays les plus généreux au monde. En Allemagne, il y a eu beaucoup plus d'accueil. Avec des contrats à 1 € l'heure. 1 € l'heure. En France, il y a l'aide sociale, il y a la CMU, il y a des aides considérables. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut faire respecter le droit d'asile, oui, mais il faut expulser les étrangers en situation irrégulière. Ça, c'est ce que prévoit le Premier ministre. Il a dit qu'effectivement, tous ceux qui seraient déboutés du droit d'asile... Mais comme il ne rétablit pas les frontières nationales, il ne peut pas contrôler les arrivées. Donc tout ça, ce sont encore des mots qui aboutissent à un chaos migratoire avec des drames humanitaires. On a vu les conditions d'accueil déplorables et en même temps, n'oublions pas 2000 morts en Méditerranée au cours des dernières semaines. Oui, un drame et tout l'été, on va... Et qu'est-ce qu'on attend pour couler les bateaux des passeurs avant qu'ils ne prennent des migrants? Qu'est-ce qu'on attend pour s'attaquer à ces trafics d'êtres humains? Qu'est-ce qu'on attend? À quoi sert l'Europe? Alors, il a aussi fait toute une série d'annonces fiscales, le Premier ministre, et notamment une pression fiscale qui doit être allégée de 11 milliards d'euros l'année prochaine. Vous dites cela, mais pourquoi vous ne parlez pas? Ce n'est pas de votre faute. Le Premier ministre a oublié sans doute les 21 milliards de hausse de la CSG. Donc la vérité, c'est qu'il accélère une certaine baisse d'impôts, sur les plus riches d'ailleurs, parce que ce sera l'ISF pour les placements financiers. Et en même temps, il va supprimer des crédits pour nos armées. La taxe d'habitation, ça, c'est pas pour les plus riches. C'est vrai, mais le reste, c'est pour les plus riches. Et de l'autre côté, il va mettre un coup de poignard dans le dos à la veille du 14 juillet pour nos armées. Car moi, j'avais cru comprendre qu'on était en guerre, et on est en guerre. Et le Premier ministre a annoncé, le ministre des Finances a annoncé 850 millions de coupes budgétaires
pour nos armées, c'est intolérable. Parce qu'on ne peut pas convoquer ou inviter plutôt M. Trump au 14 juillet. Ça, c'est bien, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, mais au même moment, vraiment mettre nos soldats en danger. C'est extrêmement grave ce qui se passe et je supplie le président de la République de démentir cette coupe inacceptable sur nos crédits militaires. On ne peut pas lutter contre le terrorisme, on ne peut pas aller le 14 juillet à Nice en mémoire des victimes de la promenade des Anglais et en même temps réduire à ce point les crédits militaires de notre pays. On ne peut pas réduire la dépense publique et en même temps réduire les impôts ? On peut réduire la dépense publique si on fait des réformes de structure intelligentes, mais pas si on s'attaque aux militaires, parce que vous savez, les militaires sont les seuls qui ne peuvent pas parler, sont les seuls qui risquent leur peau pour nous, et c'est eux qui vont subir 20% des coupes de dépenses budgétaires. C'est insupportable pour moi, à la veille du 14 juillet. Emmanuel Macron ne va pas donner d'interview, d'ailleurs, la traditionnelle interview du 14 juillet. Eh bien, c'est bien dommage. Ah, vous le regrettez ? Oui, parce que Emmanuel Macron est président de la République, mais il est responsable devant les Français. Et cette interview du 14 juillet, c'était un rituel. Et on aurait pu, par exemple, lui poser des questions pour le mettre devant ses contradictions. Vous savez, Emmanuel Macron a gagné en racontant tout et le contraire de tout aux Français. La France a été sous hypnose pendant quelques semaines. Aujourd'hui, l'atterrissage est rude et nos compatriotes vont comprendre ce que je disais pendant la campagne. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'était le mensonge permanent. Tout était dans tout, le contraire de tout. Eh bien, il y a un moment où il faut dire la vérité. Et on voit aujourd'hui que c'est le grand cafouillage organisé, ou plutôt désorganisé, entre le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de la Défense, le président de la République, parce qu'en fait, ils ont menti aux Français pendant toute la campagne. Et maintenant, ce sont les Français qui risquent de payer très cher cette mauvaise farce. Enfin, le Premier ministre et le ministre de l'économie, ils n'étaient pas là pendant la campagne, pas aux côtés d'Emmanuel Macron. Non, mais ils ont trahi leurs électeurs, ils ont trahi les Français. Vous savez, dans la vie politique, on peut être en désaccord, mais je trouve qu'il n'y a plus d'opposition. Les Républicains se sont évanouis. Seuls 23 d'entre eux ont voté contre la confiance. Et moi, j'appelle justement les électeurs républicains déçus à rejoindre Debout la France, parce que nous, on est clairs dans notre opposition. Alors justement, comment vous vous sentez à l'Assemblée ? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu isolé à l'Assemblée nationale ? Bien sûr, je me sens un peu isolé, je suis seul, mais on pensait que j'allais être battu, j'ai été réélu. Mais vous savez, ce n'est pas parce que je suis seul député, je sais qu'il y a aux Républicains, je sais qu'il y a au Front National, je sais qu'il y a ailleurs des Français qui voudraient voir peut-être la droite se réorganiser, penser un peu moins leur querelle de clocher. Vous pourriez faire un groupe avec certains Républicains, Front National ? En tout cas, ce que je crois, c'est que les électeurs du Front National, les électeurs des Républicains, pour la plus grande majorité d'entre eux, aimeraient qu'un jour il y ait un programme commun, sans les défauts du Front National, ses excès, et sans la soumission des Républicains à la pensée unique. Et je suis certain que sur un beau programme commun, sérieux, on pourrait rassembler une majorité de Français. Et je pense qu'il faut tirer les leçons de la défaite de Marine Le Pen, qu'il faut comprendre pourquoi elle a échoué. En tout cas, moi, j'avais été au premier tour avec un beau programme sérieux pour le pays, et je ne désespère pas de convaincre les Français de préparer cette alternative. Et après votre ralliement à Marine Le Pen entre les deux tours... C'était pas un ralliement, c'était un soutien. Je ne le regrette pas. Néanmoins, il y a un certain nombre de dirigeants de votre parti qui sont partis. Quelques-uns, mais il y a eu tellement d'autres. Je ne regrette rien. Si c'était à refaire, vous referiez Je le la même referais chose ? parce que j'ai voulu envoyer un signal de cohérence face à Emmanuel Macron et ses mensonges. Alors pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas dans le même groupe ? Mais parce que je suis différent. Parce que justement, je tire les leçons aussi de l'échec de Marine Le Pen. J'ai été candidat au premier tour, pas sur le programme de Marine Le Pen. J'ai voulu combattre Emmanuel Macron et j'avais infléchi le programme de Marine Le Pen. Je pense que le Front National est prisonnier de ses défauts. Je pense que les Républicains sont prisonniers de Bruxelles. Et je pense que si on réunifiait le meilleur des uns et des autres, on pourrait offrir aux Français une alternative. Donc vous pourriez profiter un peu de cette brouille au sein du FN et peut-être d'une scission pour... Je n'ai pas à profiter des uns ou des autres. J'ai à m'adresser aux Français et leur dire qu'on n'est pas condamné à la pensée unique d'Emmanuel Macron et qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait au second tour de la présidentielle si on a un programme plus sérieux et avec moins d'excès. Parce que les Français ne voudront plus de Macron très vite, mais ils voudront d'une droite équilibrée, avec un vrai programme pour résoudre les problèmes du pays, le problème des PME, le problème de l'école, le problème de l'hôpital, le problème des migrations, le problème de la sécurité. Et
je pense que mon programme au premier tour de l'élection présidentielle était intéressant, qui peut être amélioré et qu'on peut rassembler beaucoup de Français dessus. Alors, vous vous présentez comme une alternative, néanmoins, on vous entend On pas a le beaucoup. Pour l'instant, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon qu'on entend dans l'opposition. Il a pris la tête un peu, il s'est imposé comme leader de l'opposition, vous êtes d'accord avec ça ? Comme leader d'une opposition de gauche, mais quand on lit le programme fiscal de Jean-Luc Mélenchon, il y a de quoi s'affoler. Et moi, je pense qu'il faut une union des droites, qu'il faut absolument rassembler toutes les droites, parce que les électeurs de droite, quelle que soit leur chapelle, ils ont envie qu'on travaille ensemble, et ils ont envie qu'on parle moins de nous-mêmes, et peut-être davantage des Français. Donc il y a 5 ans, eh bien, profitons de ces 5 ans pour préparer ce programme commun dont je rêve. Vous avez tenu le Conseil national de votre parti il y a quelques jours, au début du mois de juillet. Comment il va, votre parti ? Eh bien, il va beaucoup mieux qu'on ne le dit dans les médias. Les finances ? Eh bien, les finances, elles vont... Nous avons eu des candidats législatives. Vous n'avez pas passé la barre des 5% à la présidentielle ? Non, mais nous n'avons pas de dette, c'est déjà pas mal. Et nous avons eu des milliers d'adhérents supplémentaires qui venaient, c'est très intéressant, à la fois du Front National, déçus de certaines prises de position et de certaines divisions, et à la fois des Républicains, déçus de leur soumission à Macron. Eh bien, moi, je pense que ça augure bien de l'avenir, et j'invite les Français qui veulent du nouveau, eh bien, me rejoindre. Et puis, petit à petit, on va dialoguer. Moi, je rêve de dialoguer avec M. Vauquier. Ah oui, c'est un appel que vous lui lancez ? Oui, mais je lui ai déjà dit en privé. Je pense qu'il y a du dialogue. Qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Mais on verra, il vous dira lui-même. Il vous a pas encore répondu ? On se parle, et comme je parle aussi à M. Philippot, M. Nicolas Bay et à d'autres, parce qu'il faut bien comprendre qu'on peut changer les choses dans notre pays si on rassemble les électeurs de droite. Donc une partie de votre état-major vous a quitté, mais vous avez gagné des adhérents. Quelques-uns. Mais attendez, quelques-uns, et alors ? Il y en a... Mais quelle importance ? Vous n'avez pas l'impression d'être en pleine traversée du désert ? Pas du tout. Je suis très heureux de ce que je fais. Et si j'étais réélu, malgré tout ce qu'a dit la presse, j'ai été voué à l'enfer, sur le bûcher médiatique de l'Inquisition. J'ai été réélu. Et j'ai été réélu, madame, par les classes populaires, de droite ou de gauche, qui en ont assez de cette politique de classe qu'a commencé M. Macron. Car en fait, En Marche, c'est une politique de classe. Ce sont les classes favorisées, l'oligarchie qui a pris le pouvoir et qui exclut les plus faibles. Eh bien, moi, je veux rendre le pouvoir aux plus faibles, aux petits. Ce sont les Français. Vous pensez être l'alternative en 2022 ? Oh, on n'en est pas là. Moi, je n'ai pas cette prétention. J'ai la prétention de travailler à un beau projet politique et à faire l'union de toutes ces chapelles divisées qui sont totalement éclatées alors qu'elles devraient au contraire préparer l'avenir. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci d'avoir été l'invité politique de CNews ce soir. Dans un instant, c'est le grand débat, juste après la pause. À tout de suite.